Vous vous promenez dans la rue. Vous apercevez une boutique d'antiquités au l'aspect étrange et appelée « Les trésors intemporels de Monsieur Sympa ». Vous êtes curieux, alors vous y entrez. Vous regardez toutes ces choses bizarres. Soudain, un vieux rouleau de parchemin attire votre attention. C'est une carte du monde. Mais quelque chose ne va pas. Au lieu de montrer les pays tels que vous les connaissez, elle indique l'emplacement de civilisations mythiques perdues et de leur monde. Monsieur Sympa, le propriétaire de la boutique, arrive à vos côtés après avoir réalisé votre trouble. Cette carte ne vous permettra sûrement pas de retrouver ces lieux, mais je peux vous raconter les légendes qui les entourent si vous le souhaitez, déclare-t-il. Permettez-moi de commencer par l'Atlantide. Vous pourriez la connaître comme étant le royaume sous-marin d'Aquaman, mais en réalité, l'île fictive de l'Atlantide a été introduite pour la première fois dans 2 des œuvres de Platon. D'après lui, Atlantis était une civilisation hautement avancée et qui aurait existé environ 9000 ans avant son propre temps. Son histoire aurait été transmise par les poètes, philosophes et autres dramaturges. Platon a écrit au sujet de l'Atlantide et de ses habitants, afin d'illustrer une morale, et pour mettre en garde contre les dangers de l'arrogance ainsi que la chute inévitable de ceux qui cherchent à accumuler trop de pouvoir. Dans ces dialogues, Platon décrivait l'Atlantide comme un grand et puissant empire, craint et respecté dans toutes les parties du monde. Elle avait été fondée par des êtres qui étaient mi-humains et mi-divins, et elle est très rapidement devenue une puissance navale de premier ordre. L'île regorgeant d'or, d'argent et d'autres métaux précieux, cela a très certainement aidé leur cause. Mais en plus de cela, elle était également connue pour son architecture, à couper le souffle, et sa technologie à nul autre égale, ainsi que pour ses innombrables animaux, rares et exotiques. Les Atlantes étaient fiers de leurs prodigieux accomplissements et de la perfection atteinte par leur civilisation. Mais cet excès d'orgueil allait causer leur perte. Ils se pensaient tellement supérieurs qu'ils auraient pu prendre le contrôle de n'importe quelle nation. Cela les a amenés à conduire une série d'invasions. Ils ont ainsi conquis de nombreuses terres de la Méditerranée. Mais lorsque le moment est venu d'entrer dans Athènes, les Athéniens les ont repoussés avec une force extraordinaire, de sorte que les Atlantes ont finalement été défaits. Platon affirmait que les dieux se sont alors mis en colère contre les Atlantes en raison de leur méchanceté, de leur cupidité et de leur manque de morale, si bien qu'elles les ont punis en déclenchant des tremblements de terre qui ont fait sombrer l'Atlantide sous les flots. Bien que les premières traces écrites de l'Atlantide soient les œuvres de Platon, certaines personnes croient toujours que son histoire est basée sur des faits concrets et ont essayé d'identifier l'île de l'Atlantide sur la base de pays réels. Certains ont suggéré qu'elle aurait pu être située en Méditerranée, près des côtes espagnoles ou italiennes. D'autres encore pensaient qu'elle aurait pu se trouver dans les Caraïbes, au large de l'Amérique centrale ou de l'Amérique du Sud. Mais il n'existait aucune preuve tangible permettant d'étayer ces affirmations. Une théorie en particulier a semblé plus plausible que toutes les autres. Située dans la mer Égée, l'île de Santorini était le foyer d'une culture minoenne très avancée. Cependant, en raison d'une énorme éruption volcanique, cette société avait été détruite il y a environ 3600 ans, provoquant la disparition soudaine de la civilisation minoenne. Cette similitude entre les Atlantes fictifs et les Minoens historiques ont fait de Santorin la parfaite candidate pour toutes ces spéculations. Pourtant, quelques incohérences majeures persistaient, comme le fait que le moment où Platon replace la destruction de l'Atlantide ne coïncide pas du tout avec celui de l'éruption de Santorin. Ainsi, l'Atlantide continue de n'être considérée comme rien de plus qu'une légende populaire dans le monde scientifique. Progressons maintenant sur la carte en direction du Septentrion, poursuit Monsieur Sympa. Selon la mythologie celtique bretonne, il existait autrefois une ville magnifique appelée Oise, également connue sous le nom de Kairis, et qui surplombait la fameuse baie de Douarnenez en Bretagne. Elle aurait été la cité la plus prospère de tout l'Atlantique. Elle était surtout célèbre pour ses jardins somptueux et ses majestueux édifices. Et tous ses sujets y vivaient heureux et jouissaient du plus grand confort. Dahut, qui était la fille du roi Gradelon dans les légendes et la littérature bretonne, nourrissait un amour profond pour l'océan. Elle avait supplié son père de construire une ville au bord de la mer, et c'est ainsi que la ville d'Is avait été fondée. Elle était bien loin de se douter qu'elle se rendrait responsable de la destruction du cadeau tant chéri que lui avait fait son père. Car voyez-vous, comme la ville était entourée par les flots, il fallait bien qu'elle soit protégée par une digue, flanquée de nombreuses écluses, et ses portes ne pouvaient être ouvertes qu'à marée basse.
et le seul à posséder les clés de ces portes n'était autre que le roi lui-même. Un jour, un beau chevalier vêtu de rouge parvint à la ville, mais ne put en franchir les portes. La princesse d'Ahut était tant éprise de lui qu'elle voulut le laisser entrer. Elle n'ignorait pas que son père était le gardien de l'unique clé de la ville. Alors elle se faufila dans sa chambre pour la lui dérober. Puis elle la confia à son beau chevalier, afin qu'il puisse pénétrer dans la cité et que tous deux puissent enfin naître ensemble. Cependant, le chevalier rouge s'avéra être le diable en personne, et il laissa intentionnellement la porte ouverte face à la mer déchaînée. Les vagues eurent tôt fait d'engloutir tout Kéris. Le roi Gradlon parvint à s'échapper sur son cheval magique, mais pas sa fille. Elle fut transformée en une sirène maléfique, condamnée à attirer les marins vers leur perte. Aujourd'hui, si vous vous rendez à Quimper, en Bretagne, vous pouvez y trouver la statue du roi Gradlon chevauchant son destrier. Bien que la ville d'Is ne soit qu'une légende, certains habitants de la côte bretonne racontent que les jours où les eaux sont calmes, vous pouvez encore entendre le carillon des cloches de la ville profondément sous la mer, si vous tendez l'oreille. Monsieur Sympa pointe ensuite l'océan Indien sur la carte et dit « Maintenant, avez-vous déjà entendu parler du continent perdu de Lémurie ?» Au milieu du 19e siècle, quelques savants ont suggéré qu'il existait autrefois un continent dans l'océan Indien, quelque part près du sud de l'actuel Sri Lanka. Le premier à populariser cette théorie aura été l'avocat britannique et zoologiste Philip Lutley Sclater. Dans son article « Les mammifères de Madagascar », il a prétendu avoir retrouvé des fossiles de lémurs en Inde plutôt qu'en Afrique. Cependant, cette découverte était proprement bouleversante pour lui, eu égard au fait que la terre d'origine des lémurs, Madagascar, se trouvait beaucoup plus proche de l'Afrique. Il a donc avancé que tout cela n'était possible que si un continent plus grand avait un jour connecté les deux. Il a suggéré que ce continent avait dû finalement sombrer au fond de l'océan. Il l'a ensuite baptisé la Lémurie, et ainsi est née cette théorie. Les chercheurs qui ont succédé à Sclater ont poussé sa théorie un peu plus loin, en avançant que la Lémurie aurait aussi été le foyer d'une race éteinte d'humains, appelés les Lémuriens, lesquels avaient 4 bras et d'énormes corps, et étaient également les ancêtres des humains modernes, ainsi que des petits lémurs contemporains. Bien entendu, au fur et à mesure que de nouvelles découvertes scientifiques ont été faites sur la tectonique des plaques, l'évolution des espèces et l'étude de l'ADN, les théories concernant le continent fictif de Lémurie ont été réfutées. La dernière terre de légende sur notre carte est Agartha, annonce Monsieur Sympa. Prenant ses racines dans le mysticisme oriental, une légende raconte qu'il existerait un royaume répondant au nom d'Agartha, et qui se trouverait profondément enfoui sous la surface de la Terre. C'est là que les 4 coins du monde seraient reliés par des chemins et des tunnels. On murmure qu'il existerait une entrée secrète vers Agartha, cachée dans le désert de Gobi, et qu'elle aurait été construite par les Agarthiens eux-mêmes en utilisant une technologie si avancée qu'elle ne pourrait pas être détectée par nous autres, les gens de la surface. Selon certaines croyances, Agartha existerait pour contrebalancer l'énergie du monde du dessus. Alors que nous vivons dans un état de précipitation et d'émotions exacerbées, ce monde sous nos pieds en serait l'exact opposé. D'aucuns affirment même que ceux qui ont échappé à la destruction de l'Atlantide se seraient réfugiés ici pour continuer leur vie au cœur de la Terre. Et pourtant, d'autres pensent qu'il s'agirait en réalité d'une contrée grouillante de toutes sortes de monstres. Mais il n'y a pas lieu d'avoir peur, puisque la science moderne a prouvé que le noyau terrestre était tout sauf creux, mais plutôt une boule de fer solide surchauffée. Vous pouvez donc d'ores et déjà annuler vos projets de voyage vers le centre de la Terre. Merci, Monsieur Sympa. Ohé, passionné d'histoire, as-tu déjà entendu parler de la légende de l'ancienne race des géants du Nevada? Oui, je parle bien de véritables géants qui auraient vécu il y a des milliers d'années. Je sais ce que tu te dis, des géants, pour de vrai? Les découvertes archéologiques ne font qu'alimenter ce débat, et c'est là que les choses deviennent intéressantes. La grotte de Lovelock était en effet utilisée comme lieu de sépulture, et certains des restes qui y ont été découverts sont beaucoup plus grands que la moyenne des ossements humains. La grotte se trouve près de la fosse de Humboldt, dans l'ouest du Nevada. Elle faisait autrefois partie d'un immense lac qui s'est finalement asséché, laissant derrière lui un certain nombre de lacs plus petits, dont le Humboldt Sink. La grotte serait devenue le lieu de résidence de la tribu des Siteka.
Selon la légende, ces géants aux cheveux roux étaient si grands qu'ils ont dû être enterrés dans la grotte elle-même. En effet, par la suite, les archéologues y ont découvert des squelettes de 2 à 3 mètres de haut. Cette légende a commencé à se répandre lorsqu'un ingénieur des mines du nom de John Reed s'est adressé aux habitants de la région en 1886. Lorsque Reed a vu la grotte, il a su qu'il tenait quelque chose. La nouvelle s'est rapidement répandue, mais la grotte a également attiré un autre type d'attention. Des dépôts conséquents de l'engrais que nous appelons communément guano ont été découverts à l'intérieur. Une société minière a donc commencé à extraire la précieuse ressource en 1911 et a rapidement expédié plus de 250 tonnes de cet engrais à San Francisco. Malheureusement, certains restes humains et d'autres artefacts ont été négligés ou perdus au cours de l'exploitation minière. Cela a conduit à des fouilles officielles en 1912 et 1924. Après l'extraction de cette couche supérieure de guano, d'étranges objets ont commencé à faire surface. Dans la région, les premières traces d'occupation humaine remontent à environ 4000 ans. La culture de Lovelock a duré environ 3000 ans et nous a laissé pas moins de 10 000 objets étonnants. Les fosses à l'intérieur de cette grotte étaient semblables à une série de capsules temporelles cachées à différentes profondeurs. Les archéologues ont déterminé l'âge de chaque fosse en fonction de sa profondeur. Il s'avère que de nombreux groupes différents ont utilisé la grotte comme lieu de stockage pendant très longtemps, et les objets qu'ils y ont entreposés nous donnent un aperçu très intéressant de leur culture respective. C'est comme un ancien et gigantesque entrepôt rempli de trésors cachés. Qu'ont trouvé les chercheurs en plus de ces os géants? D'autres corps ont été momifiés selon une méthode similaire à celle appliquée par les anciens Égyptiens. Ces restes ont également un point commun avec des corps découverts au sud du lac Titicaca. Les deux momies avaient des cheveux roux. Or, certains scientifiques pensent que cette teinte rousse est le résultat d'une interaction avec l'environnement dans lequel les corps ont longtemps séjourné. Si l'histoire des géants aux cheveux roux est une histoire aussi incroyable qu'intrigante, tout le monde n'en est pas convaincu. Certains experts pensent que les ossements trouvés dans la grotte de Lovelock sont simplement les restes d'animaux préhistoriques, comme des mammouths ou des paresseux. Mais d'autres insistent sur le fait qu'il y a quelque chose de plus dans cette histoire. D'autres vestiges, tels que des paniers finement ouvragés et de ravissantes leurres à canards en fibre de tulle, y ont également été découverts. Quoi qu'il en soit, cette grotte mérite toute l'attention qu'elle reçoit. D'ailleurs, il est encore possible de visiter cette grotte aujourd'hui et de voir de ses propres yeux ces fosses de différentes profondeurs. Mais laisse-moi préciser une chose, c'est un endroit chaud, sec et isolé. Des archéologues ont fait une nouvelle découverte qui semble tout droit sortie d'une légende. Ils pensent avoir trouvé le palais du seul et unique Ulysse, roi grec légendaire de l'île d'Ithaque et héros du poème épique d'Homère. Assez d'Indiana Jones, c'est une véritable aventure qui s'est déroulée ici aux alentours de 1300 avant notre ère. Apparemment, c'était le seul palais mentionné dans les poèmes d'Homère qui n'ait pas été retrouvé. Des fouilles ont été effectuées sur les îles Ioniennes et la vue des ruines retrouvées sur l'île d'Ithaque est exactement telle que décrite dans l'Odyssée, explique le professeur qui a dirigé cette équipe de fouilles. Connu des Grecs anciens sous le nom d'Odysseus, ce héros a mis 10 ans à rentrer chez lui, à Ithaque, après la chute de Troie. Pendant de nombreux siècles, l'autre épopée d'Homère, l'Iliade, qui raconte le siège prolongé de Troie par les Grecs, a également été considérée comme un mythe. Mais dans les années 1870, Troie a été redécouverte dans l'actuelle ville turque de Çanakkale. Alors si on a pu retrouver Troie, qui peut dire que l'on n'a pas non plus trouvé la maison d'Ulysse? Les chercheurs ont retracé les mots d'Homère comme on suit une carte routière. Le site de fouilles comprend un complexe de bâtiments à 2 niveaux. On y dénombre d'importantes découvertes telles que des entrepôts et des ateliers, un système de drainage complexe et des fragments de poterie. On y trouve également un puits datant du 8e siècle avant notre ère, c'est-à-dire de l'époque où l'on pense qu'Ulysse était roi. Pourtant, tout le monde n'est pas convaincu que l'équipe ait réellement découvert le palais d'Ulysse. Un chercheur britannique, Robert Bittlestone, insiste sur le fait que la description d'Homère de l'ancienne Ithaque n'est pas très proche de l'île qui porte aujourd'hui son nom et que le royaume d'Ulysse se serait en fait trouvé sur l'île de Céphalonie. Toutefois, l'archéologue italien Adriano Laregina pourrait avoir une approche plus pragmatique de ce débat.
Selon lui, que cette découverte ait ou non un lien avec Ulysse, le plus important est la découverte de ce palais royal. Il était une fois, dans un pays lointain, le peuple des Klamath, auquel on doit la légende de la création de Crater Lake. D'accord, ce pays lointain n'est autre que les États-Unis actuels, et on le trouve dans le centre-sud de l'État d'Oregon. Quoi qu'il en soit, la légende veut que ce lac ait été formé lors d'une bataille acharnée entre deux volcans, le mont Mazama et le mont Shasta. Les esprits de la terre et du ciel, à savoir Liao, qui régnait sur le monde d'en bas, et Skel, le maître du monde d'en haut, se sont alors joints au combat. Ce fut un véritable drame géologique. Pendant la bataille, les ténèbres ont volé la terre et le combat s'est achevé lorsque le mont Mazama s'est effondré, renvoyant Liao dans le monde souterrain. La pluie a alors rempli la fosse et créé un lac à l'endroit où se trouvait la montagne. Avance rapide jusqu'à notre époque. Des scientifiques ont découvert que le mont Mazama était bel et bien entré en éruption il y a 7700 ans. Des vestiges trouvés dans la région prouvent que le mythe relate effectivement certains détails de l'explosion. La légende raconte que des roches chauffées au rouge ont alors volé dans le ciel. C'est ce qui s'est passé lors de l'éruption volcanique qui a provoqué l'effondrement de la montagne. Et cela a créé cette caldeira volcanique qui s'est ensuite remplie d'eau. L'originalité de cette légende avérée réside dans son ancienneté. Selon les chercheurs, ce type de tradition orale perd de sa crédibilité au bout de 6 à 700 ans. C'est pourquoi la légende de la création de Crater Lake est si unique. De nombreuses générations, au cours de centaines d'années, sont parvenues à transmettre l'information avec exactitude. Ce lac de cratère volcanique fait maintenant partie d'un parc national. Il est célèbre pour sa couleur bleu profond et l'eau qu'il contient est extrêmement claire. Si tu le visites aujourd'hui, l'eau ne sera pas la même que celle que quelqu'un verrait 250 ans plus tard. Comme il n'y a pas de rivière qui entre ou sorte du lac, l'eau existante s'évapore et le lac se remplit de nouveau grâce à la pluie et aux chutes de neige. Pour faire simple, tous les 250 ans, l'eau est intégralement renouvelée. De plus, ce lac a une profondeur de près de 600 mètres, ce qui en fait l'un des lacs les plus profonds des États-Unis. Il est possible de se baigner dedans, mais il n'y a qu'un seul sentier autorisé et sûr pour se rendre sur la rive. D'autres activités sont possibles néanmoins, comme la pêche et les excursions en bateau. Les expériences humaines communes, telles que la naissance, le mariage et la mort, peuvent expliquer pourquoi certains contes sont partagés à l'échelle mondiale. Les luttes et les obstacles similaires auxquels sont confrontés les êtres humains dans le monde entier génèrent des thèmes semblables dans les mythes traditionnels que nous connaissons sur l'amour, l'éducation des enfants et la mortalité. Alors, connais-tu des légendes ou des contes qui t'ont été racontés par tes grands-parents ? Qui sait, peut-être que tes ancêtres ont eux aussi été témoins d'un événement historique marquant. Contrairement à de nombreux autres sites funéraires de l'Égypte ancienne, la tombe du roi Toutankhamon est restée cachée, à l'abri des voleurs, pendant près de 3000 ans. L'une des raisons était que cette tombe était plus petite que la moyenne, et qu'elle était dissimulée dans le site de la vallée des rois. Cette région était déjà abondamment explorée au moment où l'on est tombé par hasard sur l'emplacement de la tombe du pharaon. L'entrée était complètement ensevelie sous les débris provenant de la construction d'une tombe voisine, ce qui a dû également aider à préserver son secret. Il n'y avait pas non plus la moindre inscription à l'extérieur de la tombe. Le passage du temps aura également joué un rôle dans son remarquable état de préservation jusque dans les années 20, lorsqu'un dénommé Howard Carter y est finalement parvenu. Mais Carter était-il un héros pour autant ? Des découvertes récentes suggèrent qu'il aurait pu être moins honnête qu'on a pu le penser. Carter n'était pas seulement considéré comme un chasseur de trésors renommé, c'était un véritable archéologue. Il s'était, bien avant Toutankhamon, plongé dans la quête d'artefacts égyptiens. Il avait découvert son intérêt pour ces objets insolites dès l'enfance et avait rapidement commencé à reproduire les sculptures et les inscriptions découvertes dans les tombes anciennes. Après avoir découvert les restes du roi Toutankhamon, Carter aura passé près d'une décennie à traiter et consigner toutes sortes d'objets, comme des trônes en or, des chars et des statues provenant de la tombe, les expédiant le long du Nil vers le musée égyptien du Caire. Du moins, c'était là l'histoire officielle. Des découvertes plus récentes affirment que tous ces objets n'auraient même pas été remis aux officiels égyptiens. Une lettre retrouvée semble révéler ce qui fut la politique de Carter. 10 pour eux et 1 pour moi. Et 1. La lettre en question avait été envoyée à Sir Alan Gardiner, philologue et ami de Carter, et datée de 1922. Dans ses écrits,
Carter mentionnait avoir découvert la tombe et demandait à son ami quelques conseils. Dans une autre lettre de 1934, Gardiner semblait remercier Carter pour un amulette qui lui aurait été envoyé comme cadeau de remerciement. Carter insistait sur le fait qu'elle ne provenait pas de la tombe de Toutankhamon, mais manifestement, c'est bien de là que venait. Le directeur britannique du musée égyptien était lui-même au courant des manigances de Carter, mais ne pouvait pas les prouver. Il a comparé l'amulette de Gardiner avec d'autres qui provenaient de la tombe de Toutankhamon, et aux surprises, elles se ressemblaient à s'y méprendre. Gardiner était tellement embarrassé d'avoir été mis dans une situation si délicate qu'il s'est plaint à Carter dans une autre lettre. En bon ami, Gardiner a préféré ne pas jeter l'opprobre sur le célèbre archéologue. À la place, il a conseillé à Carter de restituer ses objets volés au Caire, tout comme il vous conseillerait de donner un coup de pouce cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos incroyables sur les secrets les plus pharaoniques de l'histoire. Ce n'est pas le seul élément louche concernant le comportement de Carter après la découverte. En 1947, un dénommé Alfred Luca, qui avait travaillé aux côtés de l'archéologue controversé, a livré des informations dans une obscure revue Kerot. Il affirmait que Carter avait discrètement forcé la porte de la chambre funéraire par lui-même. Après quoi, il l'avait refermée comme si de rien n'était avant d'officialiser la découverte. Pourquoi aurait-il fait cela ? Eh bien, la même théorie suggère que Carter et son équipe auraient pu pénétrer dans la tombe plus tôt afin de faire main basse sur quelques trésors anciens. Bien entendu, ces gens ne pouvaient pas risquer de revendre de tels objets de leur vivant, mais s'assureraient qu'ils soient vendus aux enchères après leur décès. Carter n'a cependant jamais rien avoué. Il n'a pas émis de démenti officiel non plus. Mais le gouvernement égyptien ne pouvait pas risquer d'autres disparitions inexpliquées. On lui a donc interdit l'accès à la tombe pendant un certain temps. Certains ont associé ces disparitions à la malédiction du roi Toutankhamon. Si vous n'en avez jamais entendu parler, sachez que cette histoire effrayante a passionné les foules peu après la découverte de la sépulture du pharaon. On prétendait que quiconque interférait avec la tombe du jeune roi serait poursuivi par la malédiction. Ce n'est pas aussi spectaculaire qu'une momie se lançant après vous, mais il se murmure que tous ceux qui ont perturbé la demeure de Toutankhamon ont rencontré des fins aussi mystérieuses que prématurées. Le décès le plus remarquable lié à cette prétendue malédiction est celui de George Herbert, le 5e comte de Carnarvon. C'est cet aristocrate britannique qui avait financé la quête de cette tombe, et il est décédé juste un an après l'ouverture du caveau. Aujourd'hui, les gens aiment y voir un grand mystère, mais il se trouve qu'Herbert était déjà en très mauvaise santé lorsqu'il est parvenu au Caire, et qu'il a fini par succomber à une maladie commune. Maintenant, parlons chiffres. Beaucoup de monde s'est trouvé lié à l'ouverture de ce tombeau. Des gardes de sécurité, des archéologues et quantité d'ouvriers. Et certes, quelques-uns d'entre eux sont morts peu après que le tombeau a commencé à recevoir des visiteurs. Mais aussi attrayante que soit cette malédiction dans notre récit, statistiquement, si vous avez un groupe de personnes impliquées dans l'ouverture d'une tombe, vous devriez vous attendre à quelques décès, simplement du fait du hasard. La durée de vie moyenne de tous ceux qui auraient été frappés par l'ancienne malédiction était de plus de 20 ans après que le sort se soit abattu sur eux. La fille d'Herbert a même vécu jusque dans les années 80, soit 50 ans plus tard. Et Howard Carter lui-même a vécu jusqu'en 1939, soit 16 ans après la grande découverte. Certains ont suggéré que toute cette malédiction n'était rien de plus qu'une stratégie de communication soigneusement élaborée. Lorsque la tombe de Toutankhamon a été découverte, Howard Carter était soucieux d'en tenir les journalistes à l'écart. Ainsi, il aurait pu inventer une malédiction pesant sur quiconque se serait approché de la sépulture du jeune roi. Mais qu'a-t-on bien pu dérober dans la tombe de Toutankhamon ? Eh bien, pour commencer, quelques bijoux. Ils pourraient avoir été volés par Howard Carter lui-même, selon un spécialiste français, qui a mené une recherche approfondie en examinant de vieilles photos prises à l'intérieur de la tombe dans les années 20. Il a comparé ces images à celles de divers objets provenant de musées et de ventes aux enchères, et il s'est rapidement mis à retracer l'itinéraire de certains des bijoux de Toutankhamon. Tout d'abord, il y a ce collier, qui ornait autrefois la poitrine du pharaon. Il était brisé en plusieurs morceaux, et certaines parties ont été envoyées via Carter au musée Nelson Atkins du Missouri.
Pendant ce temps, d'autres morceaux ont été réarrangés en colliers par des gens qui ont tenté de le vendre aux enchères en 2015, mais sans succès. Le musée Nelson Atkins lui-même ne nie pas les faits, puisqu'il confirme l'information sur son propre site web. Et puis, il y a la fameuse coiffe de Toutankhamon. Quelques perles de celle-ci auraient également été volées par Carter. Elles ont ensuite été enfilées pour former un nouveau collier, qui est aujourd'hui conservé au musée d'art de Saint-Louis. Un autre collier élégant, fait de céramique émaillée, a passé un certain temps au Metropolitan de New York. Heureusement, il a été renvoyé en Égypte il y a un peu plus d'une décennie. Il semble qu'il ait été, comme on pourrait s'y attendre, également volé par Carter. Malgré les articles manquants, la tombe de Toutankhamon a tout de même révélé une multitude d'objets incroyables, qui nous ont permis d'en apprendre davantage sur cette culture ancienne. Commençons par le célèbre masque funéraire. Il s'agit d'un énorme ouvrage en or de 53 cm de diamètre, orné de pierres semi-précieuses et de pattes de verre. Il pèse 10 kg et représente le jeune pharaon avec une longue barbe postiche et une coiffe surmontée d'un cobra et d'un vautour. Au dos, un sortilège tiré du livre des morts était censé assurer son passage dans l'au-delà. Toutankhamon était apparemment aussi passionné de jeux de société, notamment de sonnettes. On en a retrouvé 4 dans sa tombe, dont certains en ivoire. Les archéologues ont également trouvé une paire de sandales en or, bien qu'on imagine qu'elles aient été davantage pour l'apparat que pour le confort. En fait, le pharaon ne les a probablement jamais portées de sa vie. En parlant d'articles de mode, il semble que Toutankhamon ait été un souverain plutôt coquet. On a même retrouvé un mannequin dans son tombeau qui était utilisé pour choisir, ajuster et ranger ses tenues et ses bijoux. Le jeune roi semble également avoir apprécié la musique, d'après les 2 trompettes que les historiens ont retrouvées dans son tombeau. Bien qu'on en ait joué en 1939 lors d'une émission proposée par la BBC, les instruments sont aujourd'hui considérés comme trop fragiles pour être manipulés. Ces grondements inquiétants, le sol tremble sous vos pieds. Attendez un peu, c'est mon ventre. Ou alors, c'est peut-être le mont Adams, dans l'état de Washington qui se réveille. Il s'agit du plus grand volcan de cet état, tant en superficie qu'en volume. Et il a récemment commencé à montrer des signes de vie, après être resté silencieux pendant des milliers d'années. Les scientifiques ont remarqué une augmentation alarmante de l'activité sismique autour de la montagne. La dernière éruption s'étant produite il y a 3800 à 7600 ans, l'humanité en était alors encore à l'âge de pierre. Cette soudaine loquacité a suscité la curiosité des scientifiques. L'Institut géologique américain, ou USGS, s'est empressé d'installer des stations sismiques temporaires autour du mont Adams pour surveiller la situation. En même temps, il rassure le public en lui disant qu'il n'y a pas lieu de paniquer. Le mont Adams n'atteint pas la hauteur du mont Rainier, plus connu. Il n'en reste pas moins qu'il couvre une vaste superficie, ce qui en fait le plus grand volcan actif de l'État de Washington. Il est intéressant de noter qu'avant septembre de cette année, le mont Adams n'avait connu en moyenne qu'un seul petit tremblement de terre tous les 2 ou 3 ans depuis 1982. Or, l'Observatoire volcanologique des Cascades et le Pacific Northwest Seismic Network ont détecté un total stupéfiant de 6 tremblements de terre en l'espace d'un seul mois, en septembre. Ces tremblements de terre étaient tous minuscules, d'une magnitude comprise entre 0,9 et 2 sur l'échelle de Richter. Autrement dit, ils étaient si faibles que personne ne les a ressentis à la surface. De plus, l'imagerie satellite a confirmé qu'il n'y avait pas de déformation du sol dans la région. Pour l'instant, l'USGS maintient le niveau d'alerte du mont Adams sur vert normal. Nous n'avons donc pas à craindre que le sol se déchire et engloutisse des villes et des villages. Mais les dernières secousses sismiques ont encouragé l'agence à installer des équipements supplémentaires pour une surveillance plus précise. Ce réseau élargi permettra aux scientifiques de détecter les plus petits des tremblements de terre, ce qui les aidera à comprendre ce qui se passe sous le mont Adams. Ces instruments pourraient également permettre de déterminer si cette activité récente est annonciatrice d'éruptions futures, ou s'il s'agit simplement d'une anomalie fortuite. Si le mont Adams entre en éruption, il est probable qu'il produise des coulées de lave à évolution lente, plutôt que des éruptions explosives comme celle du mont St. Helens. Après tout, les éruptions passées ont entraîné des coulées de lave qui ne se sont répandues qu'à quelques kilomètres du volcan. Ce n'est donc pas de cela qu'il faut s'inquiéter. Les lahars, ces coulées boueuses qui se forment lorsque les cendres volcaniques, les roches et la glace fondue se mélangent au cours d'une éruption, sont beaucoup plus dangereux. Des lahars se sont déjà formés près du mont Adams, même en l'absence d'éruption. La roche,
affaibli par les processus hydrothermaux au sommet du volcan, s'est soudainement détaché, créant des coulées de boue rapides et destructrices. C'est précisément pour cette raison que l'USGS classe le mont Adams dans la catégorie des volcans à haut risque. Bien qu'il n'entre pas fréquemment en éruption, il présente toujours un danger sérieux pour les localités voisines. Le Katla, en Islande, est un autre volcan à surveiller de près. C'est l'un des volcans les plus puissants et les plus dangereux du pays. Sa dernière éruption remonte à plus d'un siècle, en 1918. Mais s'il entre à nouveau en éruption, sa puissance pourrait être 10 fois supérieure à celle d'un autre volcan islandais, dont je n'arrive pas à prononcer le nom, désolé. Ce dernier est entré en éruption en 2010, perturbant complètement les transports aériens dans toute l'Europe. Une éruption du Katla pourrait libérer de grandes quantités de dioxyde de soufre, qui pourraient former des aérosols sulfatés dans l'atmosphère. Ces aérosols réfléchissent la lumière du soleil, ce qui pourrait même entraîner un refroidissement temporaire de la planète. Un tel phénomène s'est souvent produit après des éruptions volcaniques catastrophiques par le passé. Bien que les éruptions soient fréquentes en Islande, le nuage de cendres du Katla s'élèverait probablement plus haut dans le ciel européen et couvrirait de plus grandes zones que celui de l'autre volcan. Il clouerait les avions au sol et aurait des répercussions négatives sur l'économie des pays concernés. L'éruption du Katla nuirait également à l'agriculture, à l'approvisionnement en eau et à la qualité de l'air. En 2014, des scientifiques ont noté qu'une éruption de grande ampleur pourrait même provoquer un tsunami qui se propagerait le long de la côte sud de l'Islande et jusqu'à l'océan. Mais l'impact potentiel d'un tel tsunami n'est pas encore clair. Le Katla a tendance à entrer en éruption à intervalles réguliers, tous les 40 à 80 ans. Ce qui signifie qu'une nouvelle éruption est statistiquement très probable dans un avenir proche. C'est pourquoi le Katla reste sous étroite surveillance scientifique. La Cambre Vieja des îles Canaries est entrée en éruption récemment, en 2021, rappelant au passage son potentiel destructeur. La coulée de lave de cette éruption a été dévastatrice. Elle a recouvert des quartiers entiers et s'est déversée dans l'océan, détruisant plus de 3000 maisons. Des milliers de personnes ont dû être évacuées. Mais le plus fou, même si les dégâts ont été importants, les scientifiques pensent que la situation aurait pu être bien pire. Une éruption massive de la Cambre Vieja aurait pu provoquer l'effondrement de l'ensemble du flanc ouest du volcan dans l'océan Atlantique, déclenchant un méga tsunami. Ce tsunami hypothétique aurait pu créer des vagues de plusieurs dizaines, voire centaines de mètres de haut. Elles auraient pu inonder les côtes du bassin atlantique, y compris certaines parties des États-Unis et de l'Europe. Heureusement, des études récentes affirment qu'un effondrement de cette ampleur est peu probable. Même si la probabilité d'un méga tsunami est faible, les scientifiques pensent qu'il est sage de se préparer à d'éventuelles éruptions, car les dégâts risquent d'être considérables. Les coulées de lave qui se produisent sur ce volcan ont tendance à être importantes et dangereuses pour la vie humaine et les infrastructures de l'île. Si vous décidez de vous rendre en Équateur, vous devez vous méfier du Cotopaxi, l'un des volcans les plus actifs du pays. Depuis 2022, il a connu quelques éruptions mineures. Si ces éruptions étaient relativement faibles, le Cotopaxi présente un fort potentiel d'éruption majeure, ce qui a mis les scientifiques en état d'alerte. Si le Cotopaxi entrait en éruption à grande échelle, il pourrait produire un nuage de cendres de plus de 19 km de haut, menaçant la vie d'environ 200 000 personnes dans la région avoisinante. Le sommet enneigé du Cotopaxi constitue un grave danger. Il fondrait très rapidement en cas d'éruption importante. Cela pourrait entraîner des inondations et des glissements de terrain destructeurs qui pourraient atteindre des zones peuplées. Cette combinaison d'activités volcaniques et d'inondations glaciaires fait du Cotopaxi un volcan à haut risque. Une éruption puissante pourrait se produire bientôt ou dans plusieurs années, voire quelques décennies, mais des mesures de surveillance ont été mises en place pour détecter tout signe avant-coureur. Le prochain volcan à surveiller est déjà tristement célèbre, le mont Vésuve. Son éruption catastrophique en 79 de notre ère a détruit les villes romaines de Pompéi et d'Herculanum. Sa dernière éruption remonte à 1944. Mais le Vésuve reste très actif et représente un risque important pour Naples, l'une des plus grandes villes d'Italie. Une éruption importante menacerait plus de 3 millions de personnes. Une grande partie de la population vit à proximité du volcan, certains même directement sur ses pentes. Si le Vésuve entrait en éruption, on assisterait à une explosion de cendres, de roches et de gaz. Le tout éjecté à des vitesses extrêmement élevées. Même si on ne s'attend pas à un tel événement destructeur avant quelques centaines d'années,
Le Vésuve reste l'un des volcans les plus surveillés au monde. Après tout, il pourrait causer des dégâts catastrophiques dans une zone densément peuplée. Le Popocatépetl, qu'on a surnommé El Popo, est l'un des volcans les plus importants d'Amérique du Nord. Il s'agit de l'un des volcans actifs les plus hauts de la région, situé à environ 64 km de Mexico. Cette proximité avec une zone métropolitaine de 22 millions d'habitants rend le Popocatépetl particulièrement dangereux. Une éruption importante pourrait produire un énorme nuage de cendres au-dessus de la capitale mexicaine, entraînant une perturbation généralisée. Les cendres pourraient obstruer les systèmes de drainage de la ville, contaminer les réserves d'eau et même provoquer des pannes d'électricité en court-circuitant les systèmes électriques. En outre, des lahares pourraient dévaler le volcan et atteindre les villes voisines. Le Popocatépetl présente une activité sismique quasi constante depuis le début des années 2000, et les petites éruptions y sont assez fréquentes. Au début de l'année 2024, 13 éruptions mineures ont été enregistrées, ce qui a alarmé les villes voisines. Cependant, les volcanologues considèrent que de telles éruptions sont normales pour le Popocatépetl. Si l'on parle de volcans super dangereux, on ne peut pas passer sous silence le parc national de Yellowstone. Il abrite l'un des plus grands supervolcans du monde. Sa dernière éruption massive s'est produite il y a environ 640 000 ans. Mais si ce monstre entrait en éruption aujourd'hui, l'impact serait bien plus dévastateur pour l'ensemble de la planète. Les États les plus proches de Yellowstone, notamment le Montana, l'Idaho et le Wyoming, seraient au fait les plus touchés et subiraient probablement des coulées pyroclastiques désastreuses. Ces coulées, composées d'un dangereux mélange de lave, de cendres et de gaz, peuvent tout anéantir sur leur passage. De grandes parties du pays seraient également recouvertes de cendres volcaniques, plus d'1 mètre dans certaines régions. À l'échelle mondiale, une éruption à Yellowstone enverrait des tonnes de cendres et de gaz dans la stratosphère, ce qui risquerait de bloquer la lumière du soleil et de faire chuter les températures globales pendant plusieurs années. Cela perturberait l'agriculture, anéantirait les systèmes de transport et provoquerait des pénuries alimentaires à grande échelle. Cependant, si un mythe populaire veut que Yellowstone soit prêt d'entrer en éruption et même en retard, les géologues affirment que ce n'est pas vrai. Les volcans ne suivent pas de calendrier précis et la... Tu aimes les émotions et le plaisir que procurent des jeux de société comme le Monopoly ou le Tabou? Mais à quoi jouaient les gens il y a des centaines d'années? Étonnamment, certains des jeux d'autrefois sont encore joués aujourd'hui et tu peux te procurer leur version moderne. Dis-nous lequel est ton préféré à la fin de la vidéo. Commençons par l'un des plus anciens jeux de société au monde. Le jeu Royal Dur, également appelé jeu des 20 carrés, a été inventé il y a environ 4600 ans dans l'ancienne Mésopotamie. Le jeu a été redécouvert lorsque des fouilles ont commencé dans les années 1920 dans le cimetière royal d'Ur, sur le territoire actuel de l'Irak. N'étant pas réservé aux membres de la famille royale, des personnes de toutes les classes sociales appréciaient ce jeu de stratégie à 2 joueurs. Il a été populaire dans tout le Moyen-Orient, mais sa renommée s'est étendue à d'autres régions du monde, comme le Sri Lanka. Mais comment y joue-t-on? Le principe est en fait similaire à celui du backgammon. Les joueurs s'affrontent pour faire passer tous leurs pions d'une partie à l'autre du plateau. Pour gagner, il fallait certes avoir une stratégie, mais aussi de la chance. Outre le divertissement qu'il procurait, ce jeu avait une importance particulière en ce qui concerne la divination. On croyait que les événements du jeu reflétaient l'avenir du joueur. Selon cette croyance, le jeu transmettait des messages de divinité ou d'êtres surnaturels à travers les mouvements des cases centrales. Comment se fait-il que les gens aient cessé d'y jouer? En réalité, le jeu a évolué avec le temps, puis il a été remplacé par d'autres. Le Senet est un jeu de société de l'Égypte ancienne datant d'environ 3100 avant notre ère. L'objectif est d'éliminer toutes les pièces du plateau. Chaque joueur a 4 ou 5 pions de couleur et utilise des bâtons de Senet comme dés. Les joueurs jouent à tour de rôle. Il existe des règles spéciales sur la manière et le moment où tu peux déplacer tes pièces. Par exemple, si tu lances les bâtons et que tu en obtiens un face visible, tu peux te déplacer d'une case, mais tu bénéficies également d'un tour supplémentaire. Les archéologues ont découvert des boîtes de Senet dans les tombes des anciens Égyptiens. Les Égyptiens croyaient en une vie après la mort, et le mot Senet signifie passage. C'est pourquoi le jeu était également associé au voyage vers l'autre rive. Plus qu'un jeu, c'était donc une sorte de symbole de la lutte pour atteindre l'éternité. Le jeu était pratiqué et apprécié par Toutankhamon et la reine Néfertari.
Ce n'est un secret pour personne que les Égyptiens de l'Antiquité aimaient les fêtes. Si tu avais été invité à un festin organisé par une personne de la classe supérieure, tu aurais vu des musiciens, des jongleurs et des lutteurs attendant de te divertir. Tu aurais aussi probablement aperçu des personnes jouant aux scénettes. Sur le plateau de jeu original, tu aurais vu des carrés décorés de hiéroglyphes représentant des règles supplémentaires du jeu. Certains modèles de nos répliques modernes comportent aussi de tels hiéroglyphes. Jusqu'à présent, on a vu des jeux à 2 joueurs. Voyons maintenant un jeu amusant à 4 joueurs. Le Mahjong a vu le jour sous la dynastie Qing en Chine. Mais le record du monde de la partie la plus longue, établi en 2012 lorsque le jeu a duré 33 heures, n'appartient pas aux Chinois. En revanche, la plus grande fête du Mahjong s'est bel et bien déroulée en Chine. 2380 personnes ont joué en même temps. Le but de ce jeu est de former des combinaisons de tuiles pour obtenir des points. Le joueur ayant obtenu le plus grand nombre de points sera le vainqueur. Il doit former un mahjong. Les tuiles sont traditionnellement décorées de caractères chinois, de branches de bambou et de points. Il existe aussi des tuiles spéciales qui arborent des symboles tels que des dragons et des fleurs et qui ont des fonctions différentes. Le mahjong ressemble au jeu de cartes appelé Rumi. Il est devenu populaire dans les pays occidentaux au XIXe siècle. Aujourd'hui, on trouve différentes versions du jeu dans le monde entier et en ligne. Passons maintenant à l'Inde. Le Kridapatram est un jeu de cartes ancien dont les cartes rondes sont fabriquées à la main à partir de pièces de tissu. Elles sont décorées de représentations du Ramayana et du Mahabharata, les plus grandes épopées de l'Inde, qui ont grandement influencé le mode de pensée et le système de croyance de la région. Le jeu était pratiqué dans les cours royales, mais on pense qu'il a ensuite aussi été joué par des personnes d'autres classes sociales. Avant le début de la partie, un joueur rassemble les cartes et les mélange pour en rendre l'ordre aléatoire. Retournons dans l'Égypte ancienne, mais cette fois nous allons nous intéresser à un jeu qui peut se jouer jusqu'à 6 joueurs. Le Mehen tire son nom d'une divinité serpentine. Il a été pratiqué entre 3100 et 2300 avant notre ère. Il s'agit d'un jeu de société en forme de serpent enroulé dont le corps est divisé en petites zones rectangulaires. Donc oui, c'est un jeu du serpent, mais pas tout à fait le même que celui de Nokia. Les égyptologues affirment que ce jeu est une sorte de mystère, car ses règles et son système de points restent inexpliqués. Ce qu'ils savent, c'est que le jeu se jouait avec des jetons sphériques. Les joueurs partaient de la queue du serpent et se dirigeaient vers la tête qui se trouvait au milieu. Ils devaient faire la course pour atteindre le centre. Des pièces de jeu supplémentaires en forme de lion ajoutaient un peu de piment à la compétition. Les joueurs devaient manœuvrer stratégiquement leurs pions pour former des configurations spéciales appelées blocus. En cours de jeu, les joueurs avaient la possibilité d'accélérer le processus par des glissades et des sauts. Ce jeu a des similitudes avec le Senet dont on a déjà parlé. Là aussi, les joueurs avaient des bâtons à lancer sur la table, mais au lieu d'avoir 2 couleurs, ils avaient un côté plat et un côté arrondi. Ladus Latrum Coolorum, alias Latrones, est un jeu de société à 2 joueurs de l'Empire romain. Le principe du jeu, qui se jouait sur des grilles, était de tester les prouesses militaires des joueurs. Les règles précises restent un mystère, bien que de nombreux chercheurs aient travaillé sur des reconstitutions de Latrones. Parmi les multiples interprétations des règles, une explication est largement acceptée. Elle suggère que les joueurs déplaçaient leurs pièces dans toutes les directions afin d'entourer et d'isoler les pièces de l'adversaire avec les leurs. Les jetons capturés étaient ensuite éloignés du plateau. Ce jeu ressemble aux échecs ou aux dames en termes de règles, mais il s'agit davantage de tactiques militaires. Heureusement, le célèbre poète romain Ovide a mentionné ce jeu dans ses poèmes, et on a pu en apprendre certaines règles grâce à ses poèmes. Ovide était peut-être un amateur de soirées-jeux. Un autre jeu de stratégie de l'Empire romain est le jeu du moulin. Ce jeu de société longtemps oublié a été redécouvert en 2018 lors de fouilles. Son origine remonte à 1400 avant notre ère. Dans ce jeu, les rivaux contrôlent leurs armées composées de 9 pions. Chaque pion représente différentes qualités sur le terrain de jeu en forme de grille. Si ton adversaire ne peut pas former de moulin ou perd tous ses pions sauf 2, tu remportes la partie. En Norvège, en France, en Allemagne et dans de nombreux autres pays, en particulier dans l'Europe médiévale, il existait différentes variantes du jeu du moulin. Il est intéressant de noter que Shakespeare l'a mentionné dans sa célèbre comédie « Le songe d'une nuit d'été ». Le jeu suivant est le Wari, également connu sous le nom de Mancala. Il est devenu populaire en Afrique de l'Ouest et s'est ensuite répandu dans le reste du monde. Ici, 2 joueurs s'affrontent en planifiant leurs mouvements.
Ce jeu nécessite des compétences mentales et beaucoup d'entraînement. En d'autres termes, la chance ne te sera pas d'une grande aide. Chaque joueur dispose de 6 trous remplis de graines et d'une banque pour collecter les graines. Pour gagner, il faut récupérer les graines de l'adversaire. Il existe des règles détaillées sur la manière de collecter les graines. Si tu veux, tu peux y jouer chez toi en remplaçant les graines par n'importe quel petit objet, comme des cailloux, des billes ou même des M&M's. Penses-tu que tous ces jeux existeront encore dans 1000 ans ? Quand on y pense, les échecs sont arrivés jusqu'à notre époque et ne semblent pas près de disparaître. Imaginez-vous plonger au cœur de l'Europe, il y a 40 000 ans. Le décor est austère, glacial, impitoyable. Les sources de nourriture sont rares et n'espérez pas de connexion Internet. Soudain, une silhouette émerge des bois, trapue, puissante, avec un visage pour le moins inhabituel. Cet humain présente des traits semblables aux nôtres, mais quelque chose le distingue. Son front est proéminent, son nez est large, et son corps semble taillé pour affronter les forces de la nature. Félicitations, vous venez de rencontrer l'homme de Néandertal. Peut-être pensiez-vous que les Néandertaliens étaient simplement des ancêtres de l'homme moderne, mais cela n'est pas tout à fait vrai. Bien que nous appartenions au même genre, Homo, nous autres, les humains actuels, sommes tous d'une seule espèce, Homo sapiens. Il existait cependant de nombreuses espèces humaines autrefois. Homo neanderthalensis n'était qu'une parmi d'autres. Et il se pourrait même qu'ils aient eu certains atouts que nous ne possédons pas. Mais alors, que leur est-il donc arrivé ? Les Néandertaliens ont prospéré pendant environ 360 000 ans à travers l'Europe et certaines régions d'Asie. Il y a 40 000 ans, ce que nous appelons aujourd'hui le sud de l'Italie reposait sur une menace latente. Un gigantesque supervolcan, connu sous le nom de champ Phlégraen. Ce colosse s'étend sur environ 15 km de diamètre, soit une distance que l'on pourrait traverser en voiture en 10 à 20 minutes. Mais bien sûr, il n'y avait pas de voitures à cette époque, rappelez-vous. À cette période, le volcan restait tranquille. Mais un jour, il explosa soudainement dans l'une des plus grandes éruptions volcaniques que l'Europe ait connues en 200 000 ans. L'ampleur de cette catastrophe était telle que les cendres, gaz et débris projetés dans l'atmosphère ont altéré le climat sur l'ensemble du continent. Ce type d'événement entraîne ce que l'on appelle un hiver volcanique. Les températures moyennes chutent, le ciel s'obscurcit et la vie devient plus éprouvante encore. Ce cataclysme, baptisé l'éruption ignimbritique de Campanie, a fait baisser la température de l'Europe de près de 12 degrés Celsius. Ceci n'est pas négligeable, car une baisse d'1 seul degré rendrait déjà les hivers plus rudes, entraînant de fortes chutes de neige, des pluies diluviennes et des inondations. Les cultures peineraient à pousser, entraînant des pénuries alimentaires, tandis que le climat se déréglerait avec des tempêtes et des sécheresses. Imaginez cela multiplié par 12. De tels événements provoquent déjà le chaos aujourd'hui. Vous pouvez donc imaginer les effets dévastateurs pour les Néandertaliens. En réalité, une simple éruption volcanique ne devrait pas suffire à anéantir toute une espèce, n'est-ce pas? Eh bien si, la vérité, c'est que les Néandertaliens se trouvaient déjà dans une situation critique à cette époque. Et tout cela, en grande partie, à cause de nous. Ils luttaient déjà pour leur survie depuis un certain temps, et habitaient les régions qui correspondent aujourd'hui à l'Europe, à l'Asie de l'Ouest et au Moyen-Orient. Lorsque les humains modernes, nous autres, Homo sapiens, ont pénétré en Europe, ils leur ont imposé une concurrence redoutable pour la nourriture et l'habitat. Les Homo sapiens, plus rusés, excellaient dans la recherche de vivres, s'adaptaient facilement aux différents environnements et utilisaient des outils plus perfectionnés. Nous avons repoussé les Néandertaliens, accaparant les mêmes ressources qu'eux. Ainsi notre espèce a-t-elle orchestré leur extinction de manière lente et éprouvante. Bien que le volcan ait assurément aggravé la situation, ce n'était pas leur seul souci, et ils n'ont pas complètement disparu suite à l'éruption. Certains d'entre eux ont subsisté dans des zones reculées, comme Gibraltar, pendant encore 12 000 ans. Ceci s'explique probablement par le fait que le refroidissement le plus sévère a principalement eu lieu plus à l'est, loin des lieux où les Néandertaliens luttaient pour survivre, et n'a pas affecté leurs habitats aussi durement que nous l'avions supposé. En réalité, l'éruption leur a peut-être même été bénéfique, du moins temporairement. Certains scientifiques estiment que les retombées volcaniques ont pu ralentir l'expansion des humains modernes dans les territoires néandertaliens, offrant ainsi à ces derniers un peu plus de temps pour survivre. L'éruption des champs Phlégraens fut donc un événement destructeur, mais elle n'a fait que retarder l'inévitable. Les champs Phlégraens, aussi surnommés les champs de feu, étaient parfaitement imprévisibles. L'air y est saturé de légendes.
les Grecs et les Romains considéraient ce volcan comme une porte d'entrée vers les enfers. Et même le poète romain, Virgile, y fait référence, dans son œuvre célèbre, l'Énéide, où le héros éponyme doit descendre aux enfers, et c'est précisément là qu'il débute son périple. Autrefois, ce paysage accueillait des villas romaines, des thermes et des bassins pour poissons. L'élite romaine y vivait dans le luxe, sans se douter qu'elle se tenait sur un terrain instable, susceptible de se déchaîner à tout moment. Les champs Flégréens ne sont pas un volcan ordinaire. On pourrait imaginer un pic unique, mais le paysage est trompeusement paisible, parsemé de petites formations. Vu du ciel, le panorama est impressionnant. Un immense bassin circulaire criblé de cônes volcaniques et de cratères, marqué par les cicatrices du passé tumultueux de la Terre. Ce qui rend cet endroit dangereux, c'est la discrétion de son activité. Le sol sous vos pieds est en perpétuel mouvement, même si cela passe inaperçu. Parfois, la Terre se soulève pour retomber ensuite, parfois de plusieurs pieds, au gré des mouvements du magma ou des gaz sous la surface. C'est une menace sourde et inquiétante, presque invisible. Les champs Flégréens sont une vaste dépression, résultat de 2 éruptions volcaniques titanesques, l'une ayant décimé les Néandertaliens, l'autre ayant eu lieu il y a 15 000 ans. Toutefois, l'éruption la plus connue s'est produite au XVIe siècle et elle fut absolument terrifiante. En 1538, les habitants de Pouzzoles observaient depuis longtemps un phénomène inquiétant. Des terres autrefois immergées émergeaient peu à peu. Ce qui avait été la mer devenait un nouveau terrain. Les grondements venant des profondeurs, bien que terrifiants, faisaient désormais partie de leur quotidien. Les premiers tremblements de terre, apparus au début des années 1530, étaient légers, mais en 8 ans, ils étaient devenus monnaie courante. Puis, un jour, le 28 septembre pour être précis, d'effroyables secousses secouèrent la terre. Le soir suivant, alors que le soleil se couchait, une immense fissure déchira le sol près de l'ancien village médiéval de Tripergol. De cette faille jaillirent des flammes, des panaches de fumée et une pluie de cendres volcaniques, projetées à plusieurs kilomètres. Ces cendres, épaisses et boueuses, semblaient de mêler à de l'eau souterraine. Le sol tremblait tandis que des fragments de pierres ponces brûlantes étaient propulsés dans les airs. Peu après, une nouvelle montagne commença à s'élever. C'était la naissance de ce que nous appelons aujourd'hui le Monte Nuovo. Après cet épisode, les choses semblèrent se calmer, comme si la terre reprenait son souffle. Les jours suivants furent tranquilles, et les habitants, quelque peu rassurés, s'approchèrent du mystérieux nouveau volcan. Un cratère où une étrange activité bouillonnante attirait les curieux, devenant presque une attraction. Mais quelques jours plus tard, la catastrophe frappa de nouveau. En pleine nuit, sans aucun signe avant-coureur, la nouvelle montagne se déchaîna. Une explosion sur son flanc sud projeta des scories, des morceaux de roches volcaniques acérés, dans les airs, tuant 24 personnes. Les débris retrouvés par la suite étaient de tailles et de formes impressionnantes. Pendant des siècles, les seuls signes de vie du Monte Nuovo furent de petites fumerolles, des émanations de gaz échappant du sol. Puis, même ces traces disparurent, laissant place à un cône verdoyant, un géant endormi, majestueux et paisible. Le sol près de Naples, en Italie, demeure pourtant en activité. Les champs Flégréens sont encore calmes pour le moment, mais cela pourrait ne pas durer. Des signes montrent qu'il pourrait se réveiller. Ce super volcan présente un paysage infernal, avec ses mares de boue bouillonnantes, ses geysers et ses fumerolles. Les Romains et les chrétiens médiévaux y voyaient autrefois une porte d'accès aux enfers, et il est facile de comprendre pourquoi. Ce qui inquiète, c'est qu'une activité inhabituelle a récemment été détectée sous la surface. En 2012, les autorités italiennes ont relevé le niveau d'alerte du volcan de vert à jaune, indiquant un besoin de surveillance accrue. Des changements spécifiques précèdent généralement une éruption. Le magma commence à libérer des gaz, ce qui peut affaiblir la roche en surface et finalement déclencher une catastrophe. Malheureusement, il est impossible de prédire exactement quand, ou même si, une éruption se produira. Mais si elle devait avoir lieu, les conséquences pourraient aller d'une simple gêne pour les habitants à une catastrophe d'échelle mondiale. La dernière éruption mineure remonte au XVIe siècle et n'a pas été trop grave. Toutefois, si l'histoire devait se répéter comme à l'époque des Néandertaliens, nous serions tous en danger. Une telle éruption pourrait causer un refroidissement global, des pertes de récoltes et une famine générale. Actuellement, un groupe de scientifiques tente de mieux comprendre l'activité souterraine. Le projet de forage profond des champs Flégréens prévoit un puits de 3000 mètres afin d'en observer de près la chambre magmatique.
Mais pour l'instant, le supervolcan reste paisible, et espérons qu'il en restera ainsi. Une découverte macabre a été faite en Égypte il y a quelques années. Vous voulez en savoir plus? 16 mains humaines, soigneusement enterrées dans 4 fosses sinistres. À première vue, elles ne ressemblaient pas vraiment à des mains humaines, car elles étaient anormalement grandes. Mais c'étaient bien des mains d'hommes. Bizarrement, il n'y avait que des mains droites, aucune main gauche. Et nous avons découvert qu'un ancien rituel très sombre avait eu lieu à cet endroit. L'art et les contes de l'Égypte ancienne parlent d'une cérémonie au cours de laquelle les guerriers présentaient la main droite de leurs adversaires comme preuve de leur victoire et demandaient de l'or en échange. Les Égyptiens croyaient en une vie après la mort, et couper la main de quelqu'un revenait à lui ôter son pouvoir pour l'éternité. S'assurer ce type de victoire était intéressant pour les guerriers. Dans le cas qui nous occupe, le combat avait opposé les Égyptiens aux Hyksos, qui vivaient dans ce qui s'appelait autrefois Canaan. L'Égypte a souvent été le théâtre de découvertes qui ont marqué l'histoire. Et il y a quelque temps, ce papyrus a été retrouvé. Quand on le déploie, il est un peu plus grand qu'un gratte-ciel. Le plus petit gratte-ciel du monde, d'accord. Celui de Wichita Falls, au Texas. À l'époque, les humains n'écrivaient pas sur leur téléphone, ils écrivaient sur cette chose, fabriquée à partir de la moelle du souchet papyrus. Il y a environ 2000 ans, les anciens Égyptiens ont composé quelque chose qui ressemble à un livre. Ils y ont décrit la plupart de leurs traditions funéraires et leur vision de l'au-delà. Ce manuscrit est considéré comme l'un des textes les plus importants de l'Égypte ancienne et il est encore vendu en librairie à ce jour. Il a été exhumé d'une chambre située juste au sud de la pyramide de Djeser, à Saqqara. Eh oui, Djeser est la pyramide la plus ancienne d'Égypte. Ce ne sont pas celles de Gizeh, comme le pensent la plupart des gens. Récemment, le site de Saqqara a été pris d'assaut par des archéologues super enthousiastes qui ont trouvé l'une des plus anciennes momies intactes d'Égypte. Ils pensent que cette momie bien conservée est la dépouille d'un homme fortuné. Elle a été découverte dans un puits profond, recouverte de plusieurs couches de feuilles d'or. De nombreux symboles montrent qu'il s'agissait d'un homme important et riche, comme le bandeau qu'il porte sur la tête, le bracelet sur sa poitrine et le fait qu'il ait été embaumé avec une tunique, ce qui était réservé à la fine fleur de l'Égypte. Mais le plus cool dans cette découverte, c'est que le lieu de repos était toujours scellé au mortier, soit dans l'état dans lequel les Égyptiens l'avaient laissé il y a 4300 ans. Cela peut paraître étrange, mais en 2008, des archéologues ont découvert une pyramide manquante. Elle a disparu parce qu'elle s'est tout simplement détériorée en l'espace de 4000 ans. Aujourd'hui, on ne voit plus que sa base. C'était un site très important dans l'Antiquité. On dit qu'autour de la pyramide, les anciens organisaient une cérémonie très particulière, au cours de laquelle les grands prêtres portaient les restes momifiés de taureaux sacrés. Voici un fait amusant. Les anciens Égyptiens croyaient que les taureaux étaient des incarnations terrestres de la divinité de la ville de Memphis et qu'ils étaient liés au rite de fertilité. Mais il ne s'agissait pas de n'importe quel taureau. Ils devaient être entièrement noirs, avec une seule marque blanche entre les cornes et tout un tas de caractéristiques très spécifiques. Ils étaient sélectionnés par les prêtres locaux et honorés jusqu'à leur mort. Ensuite, ils étaient momifiés et enterrés dans des galeries souterraines. Cette pyramide manquante a disparu vers le XVIIIe siècle. C'est un archéologue allemand qui l'a découverte pour la première fois dans le village de Saqqara. Il l'a nommée la pyramide décapitée lorsqu'il l'a vue pour la première fois. Mais des années après sa découverte officielle, le sable du désert est venu la recouvrir. On a procédé à quelques fouilles, entre le 19e et le 20e siècle, mais pas de manière systématique. C'est pourquoi les scientifiques ont été très contents le jour où ils ont déterré la base entière de la pyramide après avoir retiré le monticule de sable de 8 mètres qui la recouvrait. Et saviez-vous que des archéologues américains fouillaient un cimetière égyptien qui pourrait contenir plus d'1 million de corps momifiés? Jusqu'à présent, les archéologues ont déterré environ 1700 momies. L'une des principales différences avec les autres momies égyptiennes classiques est que ces personnes n'étaient ni des rois ni des pharaons. C'étaient des gens du peuple ayant vraisemblablement vécu il y a 1500 ans, lorsque l'Égypte était contrôlée par les empires romains et byzantins. Le nom du cimetière est intéressant, la voie du buffle d'eau, au cas où vous voudriez y jeter un coup d'œil lors de votre prochain voyage. Outre les taureaux et les buffles, les Égyptiens de l'Antiquité aimaient aussi les babouins.
Y a-t-il une logique dans tout ça? Au début du XXe siècle, des archéologues ont découvert un site rempli de babouins momifiés dans un endroit appelé la vallée des singes. Un animal n'aurait pas été momifié s'il n'était pas considéré comme important. Certains animaux étaient plus importants que d'autres, car ils étaient liés à des divinités spécifiques. Les chacals étaient liés à Anubis, l'ancien dieu de l'au-delà. Quant aux chats, ils étaient assimilés à la divinité féminine Bastet. Les babouins étaient très importants, car on pensait qu'ils étaient liés à Thoth, la divinité de la sagesse et conseiller de Ra, l'une des divinités suprêmes de l'Égypte. Les archéologues ont découvert que ces babouins n'étaient pas très heureux. Ils pensent qu'on les gardait à l'intérieur et qu'ils furent privés de la lumière du soleil pendant la majeure partie de leur vie. Ils souffraient d'une grave carence en vitamine D et étaient mal nourris. Peut-être que Thoth s'est mis en colère contre les gardiens de ces babouins, simple supposition. Les archéologues ne s'ennuient jamais en Égypte. Ils ont également trouvé des momies humaines avec des langues en or. Les Égyptiens étaient très attachés à la vie après la mort, et ils pensaient qu'avoir une langue en or pouvait aider une personne à parler une fois passée de l'autre côté. Un peu difficile sans doute, mais pourquoi pas. Certaines de ces momies furent placées dans des cercueils en bois avec des objets tels que des colliers, des poteries, des objets en or en forme de fleurs de lotus et de scarabées, et des iPhones. Je plaisante. Un nouveau temple a également été exhumé récemment en Égypte. Les scientifiques pensent qu'il était consacré à Zeus Cassios. Cette divinité serait un croisement entre Zeus, la toute-puissante divinité grecque, et le mont El-Kas. En fouillant la péninsule du Sinaï, en Égypte, les archéologues sont tombés sur 2 colonnes de granit rose qui sortaient du sol. Et bingo! Ils pensent que ces colonnes représentaient la porte d'entrée du temple et qu'elles se sont effondrées lors d'un tremblement de terre il y a de nombreuses années. Et puisqu'on parle de divinité, certaines sont moins sérieuses que d'autres. Récemment, des scientifiques ont déterré un anneau d'or dans une ville située au sud du Caire. Non, Frodon, il n'est pas magique. Il s'agit d'un anneau en or, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'il est orné de la figure de la divinité de l'amusement, qu'on appelle Bès. Cette divinité est souvent décrite dans les textes sacrés comme un joyeux nain joufflu. Aujourd'hui, nombreux sont les tatouages dépourvus de signification et réalisés à des fins purement esthétiques. Dans l'Égypte ancienne, cependant, les femmes se faisaient tatouer afin d'être protégées au moment d'accoucher. C'est du moins ce que pensent les scientifiques. Dans la région du Nil, des chercheurs ont trouvé des momies dont les tatouages étaient bien conservés, ce qui est tout rare, car la peau se détériore très facilement. 2 de ces femmes s'étaient fait tatouer le bas du dos, et les dessins étaient simples. Il y avait surtout des images, dont celle du nain joufflu dont nous venons de parler, Bès. Protéger les femmes lors de leur accouchement était donc apparemment son hobby. Me croiriez-vous si je vous disais que les anciens Égyptiens ont inventé les robots? Non. En effet, ce n'est pas tout à fait vrai. Bien sûr, c'étaient des astronomes. Lorsqu'on entend le mot « momie », ça donne parfois froid dans le dos. En effet, la plupart d'entre nous associent ce mot à ces personnages effrayants que nous avons vus dans des films d'horreur. En réalité, les momies nous ont permis de comprendre beaucoup de choses sur les civilisations anciennes, sur ceux qui les gouvernaient, et sur la façon dont les gens vivaient à la perte de leurs proches. Les Égyptiens de l'Antiquité, qui croyaient qu'une certaine forme d'existence après la mort était possible si certaines conditions étaient respectées, sont le peuple le plus connu au monde pour ses momies. Ceux-ci préservaient effectivement les corps humains par le biais du processus de momification et plaçaient les momies dans des tombeaux équipés, un peu comme s'il s'agissait d'appartements. Pourquoi ce peuple y croyait-il? Eh bien, parce que la plupart étaient profondément liés à leur environnement naturel. Les Égyptiens étaient pleinement conscients des cycles naturels autour d'eux, comme le lever du soleil chaque jour ou de la lune la nuit, mais aussi de la façon dont la vie renaissait des plantes dans un cycle perpétuel, même avoir fané. Ils croyaient également que le puissant esprit Osiris, qui représentait le cycle de la disparition et de la résurrection, jouait un rôle dans ce processus. Pour se préparer à l'au-delà, les Égyptiens de l'Antiquité suivaient certains rituels, comme la momification, qui consistait à utiliser des éléments aussi variés que le miel, les résines ou encore l'encens pour préserver les corps. Aucune momie n'est plus célèbre que celle du roi Tut, Toutankhamon. Ce jeune pharaon régna sur l'Égypte il y a plus de 3000 ans.
un problème majeur lors de la découverte des tombes royales, et que la plupart ont déjà été pillées au moment où on les retrouve. Le peuple savait que les souverains laissaient de nombreux objets de valeur à leur côté après leur mort, ce qui rendait ces lieux de sépulture vulnérables face aux voleurs. Étonnamment, lorsque la tombe du roi Tut fut ouverte en 1922, les gens se réjouirent, car elle n'avait pas été volée à l'instar de beaucoup d'autres tombes royales. C'est dire à quel point elle était bien cachée. À l'intérieur, sa momie était enfermée dans 3 cercueils au total, dont un en or. Les objets trouvés dans sa tombe furent très révélateurs de ce qu'était l'Égypte antique. L'étude de sa momie nous a également permis d'en savoir plus sur la culture et les pratiques en vigueur à l'époque où il est décédé. Enfin, les recherches liées à son ADN nous ont conduit à obtenir des informations sur sa famille. En outre, les scientifiques purent découvrir qu'il avait, par exemple, souffert de la maladie appelée le paludisme, et d'un problème au pied susceptible de l'avoir gêné lorsqu'il marchait. Ramsès II est un autre pharaon égyptien qui a régné pendant 68 ans, ce qui n'était pas rien à l'époque. Il est connu pour ses campagnes militaires d'expansion et ses réalisations architecturales. De nombreuses preuves datant de son règne existent encore aujourd'hui, notamment une grande statue à son effigie. Ramsès II mesurait environ 1,80 m et a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans. Après avoir examiné sa momie, les scientifiques conclurent qu'il souffrait peut-être d'une maladie affectant sa colonne vertébrale. Vous vous souvenez des voleurs que j'ai évoqués plus haut? C'est probablement à cause de ces derniers que Ramsès II termina dans le cercueil ordinaire d'une collection secrète de momies royales à Deir el-Bahari, qui a été redécouverte en 1881. Heureusement, les archéologues purent l'identifier, car ses voyages avaient été consignés sur ce qui l'enveloppait. Le processus de momification était très fastidieux. En effet, dans l'Égypte antique, la momification pouvait durer jusqu'à 70 jours. Une personne dédiée prononçait un discours très spécifique, tout en manipulant délicatement le corps et en le séchant à l'aide d'une sorte de sel appelé natron. On utilisait également du lin et de la résine pour que le corps paraisse plus vivant et pour l'envelopper dans un tissu. La tombe était tout aussi importante que la momification pour les Égyptiens de l'Antiquité. Les parois de la tombe du roi Tut, par exemple, étaient ornées d'œuvres d'art complexes représentant son voyage dans l'au-delà, depuis sa procession funéraire jusqu'à son passage aux enfers. Les Égyptiens antiques pensaient que tout le monde faisait ce voyage après sa mort et remplissaient donc les tombes d'objets et de peintures pour aider les défunts au cours de leur voyage spirituel. En outre, les murs de la tombe étaient décorés de formules tirées d'un livre spécial qui contenait une série de poèmes dont les Égyptiens pensaient qu'ils aideraient les gens à atteindre l'au-delà. Fait soulignant l'importance de ce voyage, les gens plaçaient même de la nourriture dans ces tombes antiques. Dans la tombe du roi Tut, les archéologues découvrirent 36 jarres de boissons antiques et 8 paniers de fruits, déposés là pour l'aider dans son voyage vers l'au-delà. Les Égyptiens pensaient que le voyage vers l'au-delà prenait beaucoup de temps et laissaient donc des provisions conséquentes pour soutenir leurs proches. Les pharaons possédaient généralement de nombreux vêtements luxueux et de beaux bijoux dans leurs tombes afin de s'assurer que leur tenue serait à la hauteur de leur statut lors de leur voyage. On a retrouvé des vêtements en lin, tels que des tuniques, des écharpes, des gants et des coiffes. De nombreux bijoux en or ornés de pierres précieuses, des bracelets aux boucles d'oreilles, en passant par des colliers et des bagues, mais aussi des représentations d'insectes censés les protéger. Certaines tombes contenaient même des éventails en ivoire et en plumes d'autruche pour les garder au frais dans l'au-delà. Aussi fou que ça puisse paraître, certains souverains de l'Antiquité furent placés dans leurs appartements éternels avec des bateaux. Par exemple, le pharaon Khufu fit construire la grande pyramide de Gizeh pour en faire son tombeau, et un grand bateau fut retrouvé à l'intérieur. Le roi Tut, quant à lui, fut enterré avec plusieurs pages de bateaux, mais pas de bateau à proprement parler. À la place, il avait 3 chars et de nombreux bâtons de marche en matériaux précieux, ce qui indique peut-être qu'il souhaitait se rendre dans l'au-delà par la terre et non par l'eau. Parmi les objets les plus intéressants trouvés près des momies antiques, on trouve des flacons d'huile et de parfums. Si les souverains étaient censés toujours être à la dernière mode, pourquoi ne pas sentir bon par la même occasion, n'est-ce pas? Certains d'entre eux possédaient également des jeux de société, la plupart fabriqués dans des matériaux précieux, comme l'or ou l'ivoire. L'un de ces jeux, le Senet, était très populaire en Égypte antique et ressemblait beaucoup aux échecs modernes.
Les Égyptiens de l'Antiquité ont peut-être les momies les plus célèbres, mais ce ne sont pas ceux qui inventèrent la momification. En réalité, tout commença en Amérique du Sud, avec un peuple ancien appelé Chinchorro. D'après ce que nous savons aujourd'hui, ce peuple fut le premier à momifier ses proches défunts et suivirent cette tradition pendant environ 2000 ans avant que les Égyptiens ne commencent leur propre rituel. Certes, l'étude de ces momies permet d'en apprendre beaucoup sur les souverains de l'Antiquité, mais jusqu'à récemment, nous n'avions encore aucune idée de ce à quoi les défunts ressemblaient vraiment de leur vivant. Cependant, il n'y a pas si longtemps que cela, des peintures de momies très particulières furent découvertes par des archéologues qui étudiaient des objets égyptiens antiques. Ces portraits de momies sont des peintures très détaillées d'individus réalisés de leur vivant. Ils étaient souvent peints sur du bois, contrairement aux portraits sur toile classiques que nous connaissons tous. Ces portraits sont appréciés pour leur réalisme et leur beauté, et ont même été utilisés par des chercheurs pour diagnostiquer des maladies en les comparant aux momies correspondantes. Certains de ces portraits comportent également des représentations de bijoux, qui ont été retrouvés plus tard sur les momies. La découverte récente de ces portraits de momies en Égypte centrale revêt une grande importance, car c'est la première fois depuis plus d'1 siècle que de telles peintures sont retrouvées. Les momies sont apparues partout dans le monde de manière naturelle. En effet, la momification peut se produire sans que l'homme n'intervienne, en raison de conditions naturelles. Par exemple, des environnements extrêmement froids ou chauds, des endroits où l'oxygène manque, ou une exposition accidentelle à des produits chimiques qui préservent le corps. Les conditions que je viens de citer ne permettent pas aux bactéries de se développer, ce qui fait que le corps reste plus ou moins intact. Le célèbre Otzi est l'une de ces momies. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agissait d'un homme ayant vécu il y a environ 5000 ans en Europe, mais lors de sa découverte dans les Alpes en 1991, les autorités autrichiennes crurent d'abord qu'il s'agissait d'un alpiniste moderne en raison de la bonne conservation du corps. Cependant, après avoir retiré l'homme des glaces du glacier, il fut établi qu'il datait en fait de l'âge du cuivre. Les archéologues égyptiens ont récemment fait une découverte extraordinaire près du Caire. Roulement de tambour, s'il vous plaît. La momie la plus ancienne et la plus complète jamais mise au jour dans le pays. Cette momie, vieille de 4300 ans, a été trouvée dans un ensemble de tombes près de la pyramide à degré de Djéser, datant de l'ancien empire égyptien. Elle était recouverte de couches d'or. L'équipe a également découvert plusieurs autres tombes, dont une appartenant à un haut dignitaire égyptien et une autre à un gardien des secrets, qui présidait aux cérémonies. Une autre tombe intéressante était celle d'un scribe, qui contenait les plus grandes statues jamais découvertes dans la région. Ce vaste site funéraire abrite également plus d'une douzaine de pyramides et de lieux de sépulture. L'une des momies les plus célèbres au monde est probablement celle d'Hatshepsut. Elle a gouverné l'Égypte pendant environ 20 ans, érigé de nombreux édifices impressionnants et créé de nouvelles routes commerciales. Cependant, lorsque l'archéologue Howard Carter a découvert son tombeau dans la vallée des rois, son sarcophage était vide. Carter a néanmoins trouvé 2 cercueils dans une autre tombe, dont l'un appartenait à la nourrice d'Hatshepsut et l'autre à une femme inconnue. En 2006, une équipe de spécialistes a décidé d'enquêter pour déterminer si cette femme mystérieuse était la reine en personne. Ils ont découvert une molaire dans une boîte en bois portant le nom d'Hatshepsut, et lorsqu'ils l'ont comparée à la mâchoire de la momie, elle correspondait parfaitement. Ramsès II était un souverain des plus remarquables, mais c'est sa momie, plus encore que ses accomplissements, qui aura finalement marqué l'histoire. Ramsès est considéré comme le pharaon le plus puissant de toute l'Égypte, ayant régné durant pas moins de 6 décennies. Il a également vécu jusqu'à l'âge canonique de 90 ans, ce qui était tout à fait remarquable compte tenu de l'époque à laquelle il vivait. Ramsès II aurait eu plus de 100 descendants, parlé d'une famille nombreuse. À sa mort, son corps fut initialement enterré dans la vallée des rois, mais des pillards tentèrent de dérober les trésors de son tombeau. Ses successeurs, ne pouvant tolérer de tels actes, déplacèrent donc son corps vers un lieu tenu secret pour le protéger. Avance rapide jusqu'au 19e siècle, quand la momie de Ramsès II fut découverte avec celle d'autres souverains et dignitaires. Cependant, elle n'était pas en très bon état. Les archéologues décidèrent donc de l'envoyer à Paris pour des soins appropriés. Le problème, c'est qu'il ne pouvait tout simplement pas être expédié vers un autre pays. La seule solution fut de donner à Ramsès II un passeport. Sa profession y était indiquée comme « roi », et le document comportait même sa photo. La plupart des momies ne sont pas nécessairement réputées pour avoir une peau très hydratée, mais celle d'une femme originaire de Chine et surnommée Lady Di prouve le contraire. Non,
Nous ne parlons pas de cette Lady Di, mais d'une marquise remontant à la dynastie Han, découverte dans un tombeau richement décoré en 1971. Grâce aux conditions particulières de son sépulcre, humidité et absence d'oxygène, son corps était presque parfaitement préservé. Sa peau était douce, ses cheveux impeccables, et elle était encore souple. Le musée qui expose aujourd'hui sa momie montre également une multitude d'objets luxueux enterrés avec elle, comme de la vaisselle et des instruments de musique. Les archéologues, en examinant la momie de plus près, découvrirent qu'elle était décédée d'une crise cardiaque vers l'âge de 50 ans. Bien qu'elle ait quitté ce monde depuis plus de 2000 ans, Madame Dai continue de fasciner. La momie d'Ötzi, l'homme des glaces, fut découverte dans les Alpes en 1991. Les autorités autrichiennes pensèrent d'abord qu'il s'agissait d'un alpiniste moderne, tant il était bien conservé. Il s'avéra qu'il provenait en réalité de l'âge du cuivre. Grâce à l'étude de sa momie, retrouvée dans un col de montagne à plus de 3000 mètres d'altitude, nous en avons énormément appris sur la vie en Europe durant le Chalcolithique. Par exemple, nous savons qu'il était originaire d'Europe centrale et qu'il consommait régulièrement de la viande. Il souffrait également d'arthrite, de rétrécissement des artères et de troubles intestinaux. Mais il utilisait probablement l'acupuncture et des herbes médicinales pour traiter ses affections. Apparemment, il était aussi très habile de ses outils. Il les avait aiguisés quelques jours à peine avant sa mort prématurée. Peut-être anticipait-il des ennuis? Ou se préparait-il simplement pour une tâche de routine? Le roi Toutankhamon et son histoire figurent parmi les plus célèbres de toutes les momies d'Égypte. Ce pharaon est décédé à l'âge précoce de 19 ans, il y a plus de 3 millénaires, mais sa momie reste l'une des plus emblématiques au monde. Lorsque son tombeau a été ouvert en 1922, l'excitation était à son comble car il était encore intact, contrairement à de nombreux autres tombeaux royaux. Il contenait des sarcophages somptueusement ornés, dont un en or massif. Non seulement le tombeau de Toutankhamon nous a offert un aperçu de l'histoire de l'Égypte ancienne, mais sa momie nous a également beaucoup appris sur l'époque dans laquelle il vivait. L'analyse de son ADN a permis d'identifier ses parents et a révélé que le pharaon souffrait d'une rare maladie osseuse qui aurait pu le rendre invalide. Ginger est probablement l'une des momies les plus fascinantes dont vous entendrez jamais parler. Il ressemble à un voyageur temporel venu d'il y a 5000 ans, arborant encore ses cheveux dorés et ses ongles parfaitement préservés. Ginger a été découvert en Égypte et est considéré comme le corps momifié le plus ancien jamais découvert. Avant que les Égyptiens ne maîtrisent l'art de la momification, ils plaçaient les corps dans des tombes peu profondes, dans le sable chaud et sec. Comme ce dernier absorbait toute l'eau, les bactéries ne pouvaient ne pas se reproduire, et le corps était ainsi préservé naturellement. Aujourd'hui, les scientifiques ne sont pas certains que la préservation de Ginger était intentionnelle, mais étant donné que sa sépulture était constellée de poteries, il est probable que ceux qui l'y ont enterré aient connu des techniques de préservation avancées. Si vous souhaitez rencontrer Ginger en personne, il est actuellement exposé au British Museum. Un collectionneur d'art néerlandais a acquis une statue de Bouddha en Chine et a fait une découverte surprenante. Elle contenait une momie cachée à l'intérieur. Hélas, le corps était trop fragile pour être déplacé. Il a donc fallu le laisser sur place. La partie la plus impressionnante est que cette momie a plus de 1000 ans et qu'elle avait été exposée pendant 200 ans avant d'être enfermée dans cette statue. Lorsqu'ils en ont effectué la tomographie, les scientifiques ont découvert que la momie était remplie de morceaux de papier couverts d'écriture. Les experts pensent qu'il aurait pratiqué l'automomification, un processus radical impliquant un régime alimentaire particulier et un thé qui rend le corps moins susceptible aux bactéries. Seules quelques personnes pouvaient accomplir ce rituel, et celles qui y parvenaient étaient profondément respectées. Peu de reines égyptiennes ont autant intrigué les scientifiques et les historiens que la sublime Néfertiti. Si l'on en croit ses effigies, elle était renommée pour son cou élancé, ses grands yeux et ses pommettes saillantes. Son nom se traduit d'ailleurs par « La belle est venue ». Si ça ce n'est pas de la prédestination. Bien qu'elle ne fût pas pharaon elle-même, Néfertiti a tout de même réussi à laisser une empreinte durable. Les archives suggèrent qu'en tant qu'épouse royale, elle était extrêmement influente. En raison de son pouvoir, elle était certes admirée, mais s'était également fait de nombreux ennemis tout au long de sa vie. Elle était également liée à Toutankhamon, mais pas par le sang. Il s'agissait de sa belle-mère. Jusqu'à présent, sa momie n'a toujours pas été identifiée, mais cela pourrait bientôt changer. Un égyptologue, qui a fouillé des tombes dans la vallée des rois, a découvert 2 momies
qu'ils pensent être celle de Néfertiti et de sa fille. Selon les spécialistes, nous pourrions bientôt obtenir une réponse définitive quant à l'identité de ces deux dépouilles. Si l'une d'elles s'avère être Néfertiti, nous pourrions être en présence d'une découverte majeure. L'analyse ADN et la tomographie de la momie pourraient nous offrir l'image la plus complète et précise de la reine que nous ayons jamais vue. Il est incroyable de penser que nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce qui se cache en dessous de l'Égypte moderne. Néfertiti a régné sur l'Égypte pendant une période de grande puissance et de prospérité, mais est malheureusement décédée au cours d'une période de troubles qui ont conduit à la perte de son site funéraire. Qui peut vraiment prédire où elle se trouve aujourd'hui ?